Il permet de réguler l'utilisation de l'Internet et punir les activités criminelles du net. Aujourd'hui, dans Coaching numérique, on s'intéresse au droit et au numérique. Peut-on parler du numérique sans faire allusion à la loi? Droit et numérique, quel lien concrètement? On en parle tout à l'heure. Dans nos champs, ce midi, on s'intéresse au maïs et à sa culture. Et puis notre débat du jour, c'est toujours en lien avec les relations amoureuses entre collègues. On l'a entamé le lundi dernier. On va le clôturer ce midi. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On installe donc ma première rubrique, Coaching numérique. Le numérique et le droit, quel lien? C'est notre thématique du jour. On en discute avec Emmanuel Rolonou, il est juriste. Emmanuel, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez très bien. Vous allez très bien. D'accord. Alors, le droit et le numérique, y a-t-il un lien concrètement? Oui, il y a un lien. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des missions du droit est de réguler les rapports entre les individus dans la société. Oui. Mais aujourd'hui, le numérique s'imbrique dans les rapports de tous les individus dans la société et dans tous les domaines. À cet effet, le numérique a aussi influencé le droit. Et de cette union sont nés plusieurs métiers. Plusieurs opportunités, plusieurs problématiques aussi. D'accord. D'accord. Oui. Alors, pourquoi finalement, où est-ce qu'on peut percevoir le lien entre les deux? Est-ce que c'est au niveau du fait qu'il faut réellement réguler, tel que je le disais dans mon introduction, tout ce que nous faisons sur le net? Oui, il faut évidemment réguler parce que le numérique a apporté beaucoup d'opportunités, beaucoup de bienfaits, mais comme toute chose, comme toute œuvre, il y a des avantages et des inconvénients. Et il est très important que le droit vienne cadrer tout cela pour éviter des dérives. Et le droit intervient concrètement sur quel plan? À tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Lorsque, par exemple, vous utilisez un téléphone portable, vous avez dans ce téléphone portable des données à caractère personnel. Ce sont vos données que vous utilisez sur ce téléphone. Elles sont même collectées et il y a une utilisation correcte et saine qui doit être faite de cette donnée-là. Et il y a une loi au Bénin, notamment la loi 2017 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin qui régule la protection des données à caractère personnel et beaucoup d'autres aspects liés au droit et au numérique. Alors, en tant qu'internaute usager de l'outil informatique, qu'est-ce que je devrais savoir quand parlant de la loi, parlant du droit avant de commencer par le faire, au-delà de l'exemple que vous venez de donner tout à l'heure, parlant des données à caractère personnel? Il faut bien évidemment s'informer régulièrement concernant tout ce qui est règles d'hygiène numérique. Et il y a des conférences, des événements qui sont organisés et qui permettent quand même de s'informer sur tous les actes et toutes les actions plutôt à avoir tout ce qu'il faut mener en fait pour pouvoir se protéger. Donc voilà un peu. Et vous avez commencé par en parler des événements qui sont organisés dans le sens de la sensibilisation, on va dire, au numérique et en même temps au droit du numérique. Et parlant de ces actions, de ces événements, justement, vous, avec d'autres juristes, vous organisez un atelier avec pour thème l'apéro du droit du numérique. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un événement qui permettra de rassembler les professionnels du droit et aussi des citoyens lambda sur les opportunités qu'offre le droit du numérique et également les enjeux et défis qui nous attendent. Aujourd'hui, les professions juridiques et judiciaires se rajeunissent et elles sont confrontées de plus en plus aux réalités du numérique. Et il est important que nous puissions avoir des assises
de sorte de conclave pour pouvoir évoquer les problèmes qui minent notre pays et notre sous-région en termes de numérique et comment y remédier, comment trouver des solutions à ces problèmes-là et en sortir évidemment aussi des métiers, des professions, parce que le droit du numérique aussi nous donne accès, notamment pour les jeunes, les étudiants qui sont en train de construire leur avenir, beaucoup de métiers nouveaux. D'accord. Oui. D'accord. Alors, quelles sont les thématiques qui seront développées au cours de cet apéro? Parlant des thématiques, nous avons les thématiques concernant le droit et l'intelligence artificielle, la digitalisation des métiers du droit et l'hygiène numérique, donc la protection des données à caractère personnel. D'accord. Et c'est quoi la cible de cet atelier de sensibilisation et tout? C'est quoi la cible? La cible de cet atelier-là, nous avons les professionnels du droit, donc comme je disais, les avocats, les huissiers, les notaires, les greffiers, les conseillers juridiques et aussi les étudiants en droit, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est eux qui constituent la relève en termes de métier du droit, et également toute personne qui serait intéressée et qui serait soucieuse de comment est-ce que le droit régule l'utilisation du numérique dans notre pays. D'accord. Oui. Alors, vous avez commencé par parler des métiers du droit en lien avec le numérique. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques métiers, par exemple? Je prends l'exemple du DPO. DPO. Le DPO, c'est le Data Protection Officer. Okay. Ici, en français, nous parlerons de délégué à la protection des données à caractère personnel. D'accord. C'est ce professionnel du droit qui a des compétences pour assurer la conformité numérique des entreprises. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous traitez des données à caractère personnel, donc vous êtes responsable de traitement, vous avez certaines obligations que le Code du numérique vous impose. D'accord. Alors, vous devez déclarer ces traitements-là auprès de l'autorité de protection des données à caractère personnel, entendez APDP, et prévoir une certaine documentation de conformité. Lorsque vous avez par exemple un site web, vous traitez des données par exemple par un site web, vous devez disposer de mentions légales, de conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, politique de confidentialité, politique de gestion des cookies, politique de sécurité des systèmes d'information et beaucoup d'autres documents qui permettent d'assurer la protection des données à caractère personnel de ceux-là à qui vous proposez vos services. Et tout ça, c'est le délégué oui, c'est le délégué à la protection des données à caractère personnel qui s'en occupe au sein de l'entreprise. C'est le correspondant entre l'entreprise et l'organe de régulation qui est l'autorité de protection des données à caractère personnel. À part ce métier, un autre? À part ce métier, nous avons les consultants en droit de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent concernant la cybersécurité. Il y a un droit qui régule aussi ce métier-là de l'informatique, et nous avons ce métier qui est aujourd'hui en vogue, qui a le vent en poupe, des conseillers qui sont uniquement spécialisés dans la protection de l'environnement Internet des différentes entreprises. D'accord. Oui. Alors, c'est quoi? Quelle est la cible de ces métiers-là? Est-ce que c'est uniquement des étudiants en droit ou des professionnels qui travaillent déjà, qui exercent déjà le métier? Quand on prend par exemple le cas de la cybersécurité, est-ce que c'est un analyste cybersécurité qui est qualifié pour suivre des cours de droit en même temps? C'est la particularité de ces nouveaux métiers. On peut être d'abord professionnel et venir ajouter à cette professionnalisation-là, ces compétences de droit du numérique. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, notamment pour les jeunes, les étudiants en droit, c'est qu'ils peuvent partir de bases de droit classique pour se faire former maintenant au droit du numérique, à la Legal Tech. D'accord. Oui. D'accord. Et c'est de tout cela qu'il s'agira. C'est quand déjà le démarrage? Oui. C'est 24 heures, cela va durer 24 heures. 24 heures, oui, 24 heures. C'est le premier. C'est le 1er mai. Oui, le 1er mai. Oui. Un mot pour finir? Nous vous remercions d'abord pour l'opportunité et l'événement sera très intéressant, riche
il y aura assez de professionnels du droit et de la Legal Tech qui viendront échanger sur ces différentes thématiques-là. D'accord, merci. Emmanuel Rolland, merci. Je rappelle que vous êtes juriste et avec vous, on parlait justement du droit et du numérique, mais aussi de l'atelier sur l'apéro du droit du numérique. Bel après-midi. Merci à vous aussi. Très bientôt. Merci beaucoup. Oui. À votre suite, on installe Taragbe Valère Wansou pour nous parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Taragbe Valère Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que ça va. Ça va bien chez toi? Je bénis le Seigneur. Ok. Alors, on parle de la semence du maïs ce midi. Oui, on parle de la semence de maïs parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans l'actualité, dans la population, le maïs est cher, le haricot est cher, les niébis est cher, donc il faut qu'on en parle pour que les gens sachent désormais comment eux-mêmes, au lieu d'aller au marché acheter, eux-mêmes ils puissent prendre des initiatives pour produire leur propre maïs à des fins de consommation personnelle à la maison. Comment on procède alors? Alors il faut déjà commencer par les semences de maïs. Et les semences de maïs, nous avons deux types de semences. Nous avons les semences très traditionnelles que nous obtenons par sélection massale. C'est quoi la sélection massale? Nos grands-parents, avant, quand ils font un champ de maïs, ils doivent préparer les semences pour la campagne prochaine. Et en faisant quoi? En collectant les épis de maïs, qui sont des épis d'élite, qui ont de très bons comportements, qui sont bien remplis, bien jaunes ou bien blancs, si c'est des maïs blancs, et ils les mettent souvent dans la cuisine. Et là où il y a la fumée. La fumée, pourquoi? Pour protéger les semences contre les charançons, les bioagresseurs, contre les attaques. Et maintenant, en secondo, on a les semences hybrides ou semences améliorées. Et maintenant, quand on dit semences améliorées, les gens pensent que c'est seulement les OGM. Non, c'est pas vrai. Les semences hybrides sont des semences qui ont la mention F1. Et c'est issu... c'est le produit issu du croisement de parents de race ou plusieurs parents. Donc c'est une semence hybride. Et là, ils sont en train de montrer quand on a la semence, il faut utiliser soit un semoir, comme vous le voyez à l'écran, ou utiliser voilà, la technique traditionnelle. Mais là, on est en agriculture moderne et rentable, on n'est plus dans la technique traditionnelle. On va utiliser les semoirs. Et les semoirs que vous voyez sont des mailles. Et on remplit seulement ce semoir de grains. Même si tu n'as jamais fait l'agriculture de toute ta vie, tu pourras semer. Il faut garder à l'esprit que nous allons utiliser 25 kg de semences de maïs pour semer 1 hectare de maïs. D'accord. 25 kg de semences pour semer 1 hectare. Et c'est comme un jeu d'enfant. Vous allez rouler ça par terre comme un enfant qui est en train d'apprendre à rouler les pneus de véhicule. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le maïs a besoin des engrais. Ici, nous sommes en agriculture conventionnelle et ce sera vraiment difficile pour les téléspectateurs d'utiliser les produits naturels pour produire le maïs. Parce que quand on parle du maïs, on parle en termes d'hectares. Il faut utiliser l'engrais urée qui est riche en azote et il faut utiliser l'engrais NPK et d'autres compléments d'engrais. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent se rapprocher des ATDA, agents territoriaux de développement, que le gouvernement a installé. Et là, ils pourront prendre des informations sur les techniciens qui sont outillés pour les aider gratuitement sans rien payer. D'accord. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? La rentabilité, par exemple. La rentabilité, on va parler de rendement. La culture, oui. On a des maïs d'abord de cycle court et des maïs de cycle long. Quand on parle des maïs de cycle court, c'est des maïs qu'on peut faire dans la petite saison de pluie. Et les maïs de cycle long, c'est des maïs qu'on fait dans la grande saison de pluie. D'accord. Le rendement à l'hectare en moyenne pour les semences traditionnelles est autour de 1,5 tonnes par hectare pour les maïs traditionnels au nord du Bénin. Ces rendements-là sont constatés au nord du Bénin. Au sud du Bénin, on est autour de 800 kg à 1 tonne. D'accord? Et en termes de maïs hybride ou maïs amélioré, le rendement aussi entre 5 et 10 tonnes par hectare. Mais les semences hybrides coûtent plus cher, 6 fois, même 10 fois plus cher que les semences traditionnelles. L'avantage des semences traditionnelles, on peut les multiplier autant de fois qu'on veut, on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut, et ça nous donne la souveraineté alimentaire. Les semences hybrides sont des semences qu'on ne peut pas multiplier après. Quand tu multiplies, tu auras ce qu'on appelle une ségrégation, une baisse de rendement, une mosaïque de rendement. Tu vas avoir des pieds de maïs qui se comportent très bien. C'est les 1/16e qu'on a vu en terminale en biologie, c'est ça qu'il s'agit ici. Donc tu auras des semences, des pieds de maïs qui auront un bon comportement, tandis que tu auras dessus d'autres planches, des pieds de maïs qui seront
maigrichons, rabougris, qui ne sont pas intéressants à voir. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais même te poser cette question. À l'écran, là, on a une sorte de machine qui permet de semer, n'est-ce pas, le maïs. Est-ce que ça a toujours existé ou c'est une invention nouvelle? Non, ce n'est pas une invention. Okay. Les téléspectateurs pourront le voir, même se rapprocher des ATDA pour demander est-ce qu'il y a des importateurs agréés pour vendre ce type de matériel au Bénin. Donc ici, il ne s'agit pas de faire une publicité, mais il se rapproche des ATDA pour demander au ministère de l'Agriculture s'il y a des importateurs agréés ou bien le ministère subventionne ce type d'équipement ou à se rapprocher de, voilà, je ne veux pas donner de nom de société, mais c'est une société d'État, je ne veux pas donner de nom ici, les producteurs peuvent l'avoir. Donc mais ça va plus vite avec ça? Très vite, gigatera vite. Donc, c'est pas le semis avec voilà, les pieds qui expose les gens à des infections, aux accidents graves pendant la campagne agricole, non. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est facile, elle est intelligente, elle est... Voilà, donc c'est le message que je veux passer sur ce plateau-là pour montrer aux gens, le maïs est cher, mais on peut changer la courbe en nous-mêmes. En produisant? En nous transformant en producteur. Et le maïs fait partie des spéculations agricoles que n'importe qui peut le faire sans formation. Voilà. Donc, c'est plus vraiment, on est au Bénin, on a des hectares, des milliers d'hectares à perte de vue, des terres fertiles qui n'attendent qu'à être labourées. Il faudrait qu'on cesse de rester à Cotonou et de parler le gros français pour dire que le maïs est cher. Ok, donc vous, votre méthode ou votre solution serait contre la cherté du maïs actuellement, serait que chaque personne, chaque citoyen deviennent producteurs. Producteurs. Simplement. Maintenant, il y a un mais. Les gens produisent, mais à cause des variations climatiques, les maïs ne donnent pas. C'est pour ça qu'on subit tout ce qu'on est en train de subir actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille vers le maïs irrigué. Ça, c'est aussi une thématique que je vais aborder. Mais est-ce que les producteurs lambda ont les moyens pour investir 2 millions de francs CFA sur un hectare pour faire le maïs irrigué? Point d'interrogation. Est-ce que le gouvernement va mettre des mesures, va prendre des initiatives au travers du ministère de l'Agriculture pour irriguer les plantations pour les producteurs, subventionner les équipes d'irrigation? Parce qu'aujourd'hui, si on va dépendre de la pluie, on est dans l'insécurité alimentaire. D'accord. Voilà. D'accord. Talagbe Valère Ronsou, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes agriculteur, expert en agriculture rentable. Et avec vous, on parlait de comment semer le maïs. Bel après-midi. Mais avant, c'est toujours le même point de vue là que la dernière fois, parlant de relations amoureuses entre collègues. Toujours pour ou contre? Il n'y a jamais de relations amoureuses entre collègues dans une entreprise. Donc c'est contre. Ouais, c'est merci, contre. On aura compris. On est à la présence. Mes invités pour le débat. Relations amoureuses entre collègues, pour ou contre, on a entamé le débat, chers amis téléspectateurs, le lundi dernier. Évidemment, mes invités n'avaient pas eu assez de temps pour développer chacun son argument. Le pour doit défendre son argument de pour et le contre également. Alors, ce midi, il s'agit donc pour moi de donner la parole, de libérer la parole, d'inviter chacun de mes invités à véritablement donner son point de vue et argumenter. Simplice Dossou, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez bien. Super bien. Leslie, merci là. Bonjour. Un plaisir. Comment vous allez? J'espère que ça va. Ça va, super. Toujours à côté de... Quand je vous vois, ça va, tout va bien. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir également de vous avoir avec moi sur ce plateau. Mirabel Moussoukoula, bonjour. Bonjour. Vous remplacez donc Talagbe Valère Ronsou. Je ne sais pas si vous allez le remplacer également dans son point de vue. On va voir tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. Alors, Monsieur Kotor, comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Et le week-end? Très bien passé. D'accord. Alors, chers amis, je rappelle aux téléspectateurs que le lundi dernier, Simplice Dossou était contre une relation amoureuse entre collègues. Je ne sais pas si, entre-temps, le week-end, et puis, vous avez changé d'avis? Du tout pas. Le week-end, au contraire, à renforcer, à consolider. D'accord. Ouais. D'accord. Irréversiblement. Ok. Leslie? Pareil pour moi. Toujours contre. Ah, toujours contre. D'accord. Ouais. Monsieur Kotor, toujours pour?
Oui, toujours pour. Toujours pour. C'est Donc, vrai que le pour est nuancé, mais toujours pour. mais toujours pour. Oui. Non, je préfère le pour sans nuance. Alors, Mirabel Moussoukoula, vous joignez à l'équipe, donc là, ça je vais serait un peu compliqué. Non, je veux juste vous votre point de vue. Est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce déjà? qu'on dira pour ou contre? Oui. Parce qu'il y a des cas où ça s'offre à nous comme ça, ça Non, arrive non. et que c'est bon. Pour ou contre? Il faut un camp. S'il faut un camp, s'il faut choisir vrai, je crois que le non serait mieux. Le non serait mieux. Donc du coup, on se retrouve comme la dernière fois où ouais. il n'y avait qu'un seul pour. Avant de clôturer le débat la dernière fois, c'était M. Koto, Eddy Camille Koto qui défendait ses idées. Donc je vais vous donner la parole du pourquoi vous êtes pour et ensuite tel qu'il voulait rebondir, chacun va rebondir. Mais avant de leur donner également la parole, je vais permettre à Mirabel de parler. On y va. Merci, M. madame. Koto. Je voudrais dire qu'ici, nous ne parlons pas d'infidélité entre des collaborateurs d'une même entreprise. Non, on parle de relations. Nous ne parlons pas d'une personne qui est mariée légalement et qui va s'acoquiner ou qui va sortir, qui va avoir des relations avec une autre personne dans son entreprise et qui est aussi ou pas mariée. Nous ne parlons pas d'infidélité, donc ça c'est exclu. Ensuite, nous ne parlons pas aussi de relations amoureuses verticales, c'est-à-dire le supérieur qui par influence sur la subordonnée, donc sur son employé, sur sa collaboratrice, voudrait avoir des faveurs sexuelles. Nous ne parlons pas aussi de ce cas. Et donc pour revenir au sujet, nous parlons de deux personnes qui sont libres de tout engagement, qui ne sont ni mariées ailleurs, ni fiancées ailleurs, mais qui se sont éprises l'une de l'autre et qui voudraient faire chemin ensemble au vu et au su de tous, mais travaillant dans la même entreprise. Et comme pour la dernière fois, je reprends, qu'on ne peut pas l'interdire. Déjà, aucune loi, dans n'importe quelle corporation, aucune loi ne l'interdit. Seulement que dans chaque entreprise, il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a des entreprises dans lesquelles on vous dira que ça ne se passera pas. Mais il y en a dans lesquels on vous dira que si ça doit se passer, il faut que le supérieur soit informé, il faut que tout le monde soit informé et qu'on vous respecte votre intimité. Et plus loin, on vous dira que cette intimité ne doit pas entamer le bon fonctionnement de l'entreprise. Oui, entamer. Bon, entamer, c'est pareil. Entamer, c'est, compromettre. Okay, compromettre le bon fonctionnement, oui, de l'entreprise. Et quand je le dis, je vais plus loin. J'ai dit la dernière fois que l'amour ne prévient pas, et c'est vrai. Personne n'a jamais su comment ça s'est fait qu'il soit tombé amoureux la première, la deuxième, la troisième, la énième fois. L'amour ne prévient pas. Et donc, vous ne pouvez pas dire que dans votre entreprise ou dans votre institution, dans votre boîte où vous travaillez, que vous n'allez pouvoir tomber amoureux de personne. Ce n'est pas évident. Maintenant, quand ça arrive, comment est-ce qu'on se comporte? Et la dernière fois, les arguments que les uns et les autres ont avancés, pour lesquels je n'étais pas d'accord, je dis, ce n'est pas parce que des gens n'ont pas su se tenir émotionnellement. Des gens n'ont pas su se contenir pour distinguer le bon grain de livret, c'est-à-dire faire la part des choses et savoir que là, nous sommes en milieu professionnel. Et même si nous sommes en couple, ça ne doit pas venir entacher les relations professionnelles ou les rapports professionnels. Ce n'est pas parce que une, deux, trois personnes n'ont pas pu se mettre au-dessus de la mêlée pour s'équilibrer, faire preuve de sublimation et de maturité pour respecter les donnes qu'on va dire que ça ne doit pas arriver. Moi, je dis, ça peut arriver. Et je reprends, ça peut arriver et ça doit pouvoir être respecté pour les uns et les autres lorsque ça arrive. J'ai donné l'exemple des chefs d'entreprise ou des collaborateurs qui sont restés ensemble, qui se sont connus dans l'entreprise, qui sont restés ensemble, qui ont fondé leur foyer ensemble et qui ont essayé, dans la mesure du possible, dans les règles de l'art, de respecter ou de distinguer ce qui est professionnel de ce qui est privé ou familial. Je prends pour preuve un entrepreneur en Côte d'Ivoire, un pays voisin que j'ai suivi, avec son épouse qui travaille dans la même entreprise et jamais il n'y a eu... Oui, merci. Il n'y a eu jamais de différend ou de difficulté par rapport à la gestion, ni du couple, ni
du domaine professionnel. Et puis je voudrais dire, pour finir, ce n'est pas parce que des gens en ont fait les frais qu'on va l'interdire à tout le monde. Parce que justement, comme je l'ai dit, dans les entreprises aussi, on devrait pouvoir former les gens à cela. Comment est-ce qu'on se contient quand on a envie de sortir avec une personne et qu'on sait par exemple que c'est interdit? Comment on se contient? Malheureusement, il se fait que nous faisons dans nos entreprises, dans nos institutions, que ce soit privé ou public, le gars fait 30 ans de service sans jamais recevoir une toute petite dose de formation en développement personnel, en coaching relationnel. Et c'est important que l'on puisse former les gens. Ce n'est pas parce que les gens peuvent dévier qu'il faut leur interdire d'aller là. Parce que le risque aussi, quand on a interdit de le faire au vu au sous de tous, ils vont le faire en cachette et c'est dramatique pour la société. Et donc, il vaut mieux tracer les balises comme cela se doit, permettre à chacun de se rendre aussi suffisamment responsable de l'acte qu'il a posé. Madame Leslie, la dernière fois, a évoqué l'aspect ou le cas d'un juge qui doit, par exemple, trancher sur une affaire et qui prend parti parce qu'il était, je dis, là, il n'a pas respecté la déontologie de son métier. Et j'en aurais fini quand j'aurais dit que dans le milieu enseignant, par exemple, on ne pourra pas interdire à un enseignant de sortir avec une collègue. Dans le milieu journalistique, on ne l'interdira pas à un journaliste non plus. Dans le milieu juridique, on ne l'interdira pas. Dans les milieux artisanaux, on ne l'interdira pas. Mais on dira qu'il faut respecter les principes de base du fonctionnement de l'entreprise. C'est votre avis? Oui, c'est mon avis. Votre point de vue. Mirabel Moussoukoula, vous avez entendu un peu les arguments de M. Koto. Pourquoi contre chez vous? Et en même temps, rebondit si éventuellement, parmi tout ce que M. Koto énumérait comme argument, vous n'étiez pas d'accord. En fait, quand on dit on est contre, ça évite déjà beaucoup de problèmes après. Parce que vous avez des valeurs personnelles, vous avez vos valeurs. Et quand vous rentrez dans ces genres de relations, il y a beaucoup de choses qu'on brise sans se rendre compte. Ce qui devait être normal, convivial, devient compliqué. Parce que les collègues qui étaient pour eux joyeux, contents, ils se voyaient, ils étaient pour eux heureux. Il n'y avait pas de tabou, ça se taquinait. Dès qu'il y a une relation, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Et même l'environnement, même autour, là où ils travaillent, ça commence à jaser, ça monte. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi fort psychologiquement pour rentrer dans des relations, pour dire nous sommes dingues, on avance seulement. Non. Même si on est amoureux, qu'on saute, qu'on descende, il y a l'entourage qui est là et qui apporte toujours quelque chose. Et même si on dit j'aime une personne, on est tellement amoureux, vous n'allez pas me dire que ce que les gens vont dire à côté ne vont pas vous affecter. Ça va toujours vous affecter d'une manière ou d'une autre. Et même quand tu sais que toi, tu ne peux pas. Et il a parlé tout à l'heure, le monsieur a parlé, il a dit que tout le monde, les gens, beaucoup ont travaillé ensemble, ils ont eu une relation et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé pour ceux-là. Pour une personne ou pour deux. Mais dans la majorité des cas, c'est compliqué à gérer. D'accord. Merci, Mirabel Moussoukoula. Alors, c'est vrai que je sentais que M. Koto avait quelque chose à dire. Il n'était pas totalement d'accord avec Mirabel, mais on continue d'abord. Alors, Leslie et Simplice, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire quand vous avez, après avoir entendu M. Koto par rapport à ses arguments de pour? Je commence par Leslie. Oui, oui, les arguments, mais qui ne me convainquent pas, parce que pour rejoindre la dame tout à l'heure, Rebecca, je vais prendre simple. Moi, j'aime bien les exemples banals, même dans la vie commune dans laquelle on vit, dans nos propres familles, entre frères et sœurs, on bagarre. Et deux personnes qui ne se connaissent pas de nulle part, qui arrivent dans une entreprise, comme il a dit, décident de se mettre ensemble. Je reviens dessus, je dis c'est pas possible parce que c'est tellement fatal. Je dirais même que ça peut aller, ça ne peut pas aller, mais c'est un suicide direct. Et il a pris l'exemple, je connais bien, bon, quand je dis je connais bien ce couple, il ne faut pas que je vous les vois sur les réseaux sociaux, mais ils affichent, vous êtes sans oublier que sur les réseaux sociaux, on affiche ce qu'on a envie de montrer. Mais est-ce qu'on nous montre l'arrière? Non, pas du tout. Rebecca, c'est quelque chose, il a des arguments qui ne me convainquent pas, mais j'en ai vu et j'en ai payé les frais moi-même. D'accord. Ah oui, donc c'est des choses très, très, très dangereuses. Et je reste sur ma position que... Vous avez payé les frais, vous avez été en couple avec... non, même pas en couple. C'est quelqu'un qui s'imaginait des choses. Donc moi, le collègue s'imaginait des choses. Voilà, tout à fait. Et a cru qu'on était en symbiose. Ce n'était pas le cas. Ça m'a coûté mon job.
Excusez-moi. Oui, si, ça m'a coûté mon job. Et ça m'a coûté plein de choses après derrière qui me suivent. J'aime beaucoup parler de moi que des gens qui viennent sur des réseaux sociaux ou bien qui viennent dire oui, ceci, mais qui vous cachent la vérité. Peut-être je n'ai pas les arguments comme il le faudrait, mais même spirituellement, c'est très dangereux. Vous tuez l'entreprise à petit feu, comme la dame a dit tout à l'heure. Et ça se répand, et ça va aller en ville, et ça va devenir la société où tout le monde, excusez-moi du terme, qui se couche entre eux là. C'est là-bas que toi tu veux aller. Je dirais encore dessus que ça, il faudrait même qu'on arrête même ça. Parce que même, excusez-moi, rapidement, même au sein de l'hôtellerie, lorsque vous venez travailler dans un hôtel, on vous dit il est formellement interdit de sortir avec un client. Ça dépend de chaque entreprise. Je dis, Monsieur Konto a commencé par le dire. Oui, mais je dis même, je parle de l'hôtellerie, c'est la première des règles, Madame Rebecca. Pourquoi? Parce que là, il y a non, mais justement, ça va devenir du bordel. Imaginez-vous si chaque employé doit sortir avec un client de l'hôtel, ce que ça va devenir. D'accord. Donc, voilà, je reste ferme dessus. Non, pas du tout. Faut pas. On a nos valeurs africaines. Et les valeurs africaines refusent d'aller en couple avec aucune loi en Afrique ne l'interdit justement. Rebecca, vous le comprenez très bien. Nous avons nos valeurs, madame, que, excusez-moi, votre fille vient vous voir dans cette entreprise et l'on dit, ah mais, elle ne sait même pas que sa mère sort avec le monsieur. Excusez-moi que c'est choquant. Même si vous n'avez pas. Oui, pour vous, c'est votre avis. Et pour beaucoup de téléspectateurs. Non, il ne faut pas parler au nom des téléspectateurs ici. C'est plus dessous, on y va. Merci beaucoup. Et Madame Rebecca, et chers amis, vous savez, l'idée première d'une entreprise, d'une société ou d'un service, c'est toujours sa rentabilité sur tous les plans. D'accord. Et le facteur primordial qui booste l'économie, qui essaie de donner une bonne image à cette entreprise, c'est l'homme. Et lorsque nous sommes des humains au sein d'une entreprise, n'oublions toujours pas que quand l'amour commence par naître au sein des collègues, je vais dire, déjà on voit que oui, ça assimile ou bien ça tend vers une courbe haussière de relations amoureuses. Il ne faut pas oublier que l'amour est une flamme, vous voyez. Et quand cette flamme-là existe déjà, ça déprogramme beaucoup de choses psychologiquement. Tu ne peux pas être un employé et être en relation amoureuse avec une collègue et d'un jour à un autre, devant toi, votre patron commence par menacer telle personne à cause d'un fait professionnel, tu ne pourras pas digérer. Ça, je vous dis la vérité. Et c'est là où intervient la psychologie, les courses. Bien sûr, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Les problèmes sont tellement colossaux et qu'il faille vraiment remédier à certaines situations. Il faut dire, il faudrait éventuellement et de façon irréversible éviter cette relation amoureuse qui pourrait naître dans une entreprise. Mais l'amour ne prévient pas. Ça ne prévient pas du tout. Lorsque ça vient, il faut que les deux assument une responsabilité. C'est-à-dire quoi? Je suis tuer l'amour et en souffrir. Non, pas du tout. C'est pas qu'on va tuer l'amour. Aussi. L'homme si ça va de votre vie, l'homme prend comment on appelle un engagement pour dire, compte tenu de telle situation, et puis j'assure qu'effectivement que celle-là, c'est l'os de mon os et que nous voulons vivre ensemble. Moi, en tant qu'humain, en tant qu'homme, je peux prendre la décision de dire, à cause de telle situation, pour ne pas vivre des choses qui pourront faire obstacle à notre union, je quitte l'entreprise et je te laisse là. Et que je prends la décision de suivre une autre piste, une autre tangente. Mais lorsque je vais rester ensemble et qu'on soit toujours là, et que si par exemple à Mégane, qu'on appelle l'employeur est ignorant de notre relation et que nous le faisons en cachette, ce qu'elle suit un jour, tout sera exposé. Et supposons que je suis à un chef, à un poste de responsabilité, je suis le directeur financier de l'entreprise et qu'elle par exemple, elle a la ressource humaine, je donne tous ces exemples, vous voyez comment l'entreprise ira dans une situation de crash. On ne voit pas, mais vous en avez une idée. Voyez. Donc ce n'est pas abstrait, mais c'est concret. Donc il y a des légions d'exemples et que nous pouvons dire, même si dans le code du travail, il n'y a pas de textes qui disent et qui clairement, mais il y a des situations qui font vraiment jurisprudence et qu'on puisse se dire oui pour éviter des cas
pour éviter une crise pour l'entreprise, il ne faudrait pas encourager ça. On ne peut pas encourager ça. Quand on n'a pas interdit, on n'en pas. D'accord. Attendez, L'hôtellerie, c'est un secteur parmi les secteurs, donc ça ne peut pas faire école. Bien sûr, l'hôtellerie seule ne fera pas école. Et puis, le code ne l'a pas interdit. Si vous permettez, je reprends la parole en disant ceci, pour répondre. Vous savez, il n'est pas intelligent pour des humains de contourner un problème au lieu de le résoudre. Parce que là, quand je vous ai entendu parler, c'est que bon, on peut quitter l'entreprise. Si on pense qu'on ne voudrait pas compliquer les choses, on peut aller voir ailleurs et laisser l'autre évoluer dans l'entreprise. Ou bien, on peut accepter de consommer ou de souffrir sans exprimer. Je suis d'accord pour tout ça. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il vaut mieux résoudre des problèmes que de les contourner. Et résoudre les problèmes, c'est permettre aux gens, lorsqu'ils ont la possibilité d'exprimer un certain nombre de sentiments ou d'émotions, de les exprimer, mais surtout de les amener à pouvoir les canaliser. Sans quoi, nous formons pour plus tard des hommes faibles et une société totalement affaiblie sur le coup ou sur le point de l'émotion, de l'affectivité. Et puis je voudrais dire, vous en avez payé les frais. C'est possible, mais comme je reviens sur ça, je dis ce n'est pas parce que une, deux, trois personnes, même si Madame Moussoukola a dit, c'est vrai que dans la majorité des cas, les gens ne savent pas gérer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gérer. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire tout de go que ça ne doit pas arriver. Reconnaissons d'abord que ça peut arriver parce que nous sommes tous des humains. Maintenant, quand ça arrive, comment est-ce qu'on se comporte? Il y a des entreprises qui sont strictes là-dessus. Je suivais un truc hier, c'est vrai que c'est à la télé. Mais dès que ça a commencé en 2 collaborateurs, le chef a approché la dame et lui a dit « J'ai su que tu sois avec telle personne. » Et puis, quand il s'est rapproché du monsieur, il lui a dit « C'est interdit chez nous. » Et si vous continuez, vous deux, vous pliez bagages. Donc, il y a des entreprises, et non seulement au Bénin, qui sont claires là-dessus. Mais est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui l'interdit? Donc, ça veut dire que les législateurs se sont imaginés aussi que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, à chaque entreprise, de savoir quelle décision elle prend pour canaliser les uns et les autres. Et puis, j'ai dit aussi que je n'ai jamais supposer qu'il s'agit d'une relation malsaine, c'est-à-dire harcèlement ou bien le patron. Non, nous ne sommes pas dans ça parce que ça, je le condamne avec véhémence. Mais là, nous sommes dans une relation consentante entre 2 personnes qui sont libres de tout engagement. Et puis, je voudrais dire, spirituellement, c'est dangereux. Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi. Spirituellement, c'est dangereux. Je voudrais bien avoir la preuve parce que de cette bon, au lieu que cette relation soit, comment dire, au sein de l'entreprise, ça peut être ailleurs. Ça peut se faire ailleurs. Et je voudrais dire pour finir, Madame a parlé de la famille au sein de laquelle les gens peuvent se bagarrer et tout. Et qu'en sera-t-il? Non, il y a des similitudes qu'il ne faut pas faire. Dans toutes les circonstances. Non, mais justement, parce que quand vous travaillez dans une entreprise, vous êtes une famille déjà au départ. Oui. Parce que même le chef vous dit, attendez, nous avons tous travaillé dans ces entreprises, on vous dit, vous êtes une famille. Comprenez-les tout d'abord, avant de commencer le travail. Mais pourquoi c'est la famille? Et c'est le thème en réunion qui vient toujours, on est tous une famille ici. Excusez-moi que monsieur, ce que vous dites aujourd'hui, j'aimerais bien que vous fassiez l'expérience. Non, si, je voudrais bien que vous fassiez Non, parce qu'il y a des gens... Vous ne savez pas. Non, écoutez, j'ai fait des expériences qui m'auraient permis d'épouser le même point de vue que vous. Quand vous m'avez posé non, je n'ai pas fini. J'ai fait des expériences. Je dis bien, j'ai fait des expériences personnelles qui m'auraient permis en réalité d'épouser le même point de vue que vous. Mais je ne prends pas parti. C'est tout. C'est juste ça. D'accord. Compte tenu des faits. Alors, je suis centriste. Et je voudrais dire, pour finir, si vous permettez, dans une salle de classe, est-ce parce qu'on a connu des premiers et des moins bons, des nuls, que tout go, il faut décider de fermer l'école? Parce que c'est en réalité ce que vous dites. Non, c'est justement ce que excusez-moi, Rebecca, je peux répondre à ça. Non, mais Madame Rebecca, le principal de l'école, à partir du moment où... Non, c'est pas un exemple. L'école apprend à résoudre les problèmes. Et quand on commence par grandir dans la vie active, dans la vie professionnelle, on doit pouvoir continuer à aider les uns et les autres à résoudre les problèmes qui sont intimes à eux.
Mais si on décide de ne pas le faire, c'est comme si on démissionne. D'accord. Et j'en aurais fini. Oui, merci. Oui, Simplice Dossou, très rapidement, vous voulez rebondir. Merci beaucoup. Oui, je voulais répondre en disant que l'école a sa mission. Et lorsque vous avez fini l'étape de L'entreprise a sa mission. l'entreprise aussi, bien sûr, a sa mission. Bien sûr. Et la première vision, c'est la rentabilité d'abord. Non, je voudrais, si vous permettez, celui-là que vous voulez éjecter de votre entreprise. Oui. C'est lui. Non, on ne l'éjecte pas. On ne l'a pas éjecté. C'est lui qui vous fait avoir le plus gros chiffre d'affaires. Et vous êtes chef d'entreprise. Non, écoutez-moi bien. Bien sûr. Il vous fait gagner par jour plus du milliard. Monsieur, je le vis. Et puis, non, c'est facile de le dire. Non, vous trouverez, vous ne le virerez pas, vous n'allez pas le virer, mais je sais, vous trouverez des palliatifs pour lui dire que ce qu'il fait c'est mauvais et peut-être le racheter, mais vous n'allez pas le virer parce que vous le virez, ce que vous ne voulez pas, ça arrivera. L'entreprise va couler à perdre. Merci, monsieur Conton, merci Simplice et merci. On va permettre à Mirabel de placer le mot parce que, franchement, on a l'impression qu'on l'a oublié sur le plan. Mirabel, vous avez entendu les arguments des uns et des autres. Finalement, on se retrouve à ce point en se disant que le véritable souci, c'est la gestion. C'est ça. Donc, vous serez d'accord, alors vous serez pour, si véritablement il y avait un système tel que le disait M. Conton, pour amener les uns et les autres à mieux gérer les relations amoureuses, vous allez changer d'avis? Non, je ne vais pas changer d'avis. Même si on formait les gens, même si on faisait tout, entre la formation et appliquer, c'est deux choses différentes. D'accord. La vie est ainsi faite. On peut apprendre. Ce n'est pas que D'accord, on te forme. La vie est ainsi faite. Non, on te forme. Mais Mais la théorie en et la fait, pratique, il y a toujours. non, monsieur Kanta, dans le cas où nous sommes, c'est un cas où il y a beaucoup d'émotions. Là où il y a l'amour, il y a beaucoup d'émotions. Oui, l'homme est émotion, je ne refuse pas. Mais lorsque vous formez quelqu'un pour quelque chose, où ses hormones, où son corps lui dit autre chose, on rentre en même temps en contradiction. Et ça, c'est vraiment pas bien. Et on ne dit pas que interdit, mais pour le mieux, pour que tout le monde se sente à l'aise. D'accord. Sinon. D'accord. Hein? Alors, j'ai une question pour Monsieur Dossou, très rapidement, pour boucler. Alors, vous avez parlé de quitter l'entreprise dans le cas où on commence par s'enticher l'un de l'autre. Il faut que soit l'homme démissionne ou la femme démissionne. Mais si, après votre démission, la relation s'arrête et que ça n'évolue pas. Vous savez que généralement, c'est le secret autour de la relation qui parfois lui donne beaucoup plus de piment. Si vous quittez, que la relation s'arrête. Merci, ça c'est une question très rapidement. Très rapidement. Réponse, oui. J'ai déjà, avant de poser ma démission, j'ai déjà, comment on appelle, l'assurance à un degré très élevé, à un pourcentage très enrichi. Et je sais que ma destination n'est pas une destination douteuse. Quand on est homme, on veut prendre une décision, on s'assume et on sait là où on va avec ses objectifs. Vous voyez, je ne vais pas quitter et penser que à cause de ceci, demain, l'amour va disparaître jamais. Il y a déjà toutes les garanties. Et je sais que ça, c'est irréversible. Parce que vous pensez que les garanties en amour sont durables? Ça dépend de la foi que tu as sur l'amour que vous vous êtes donné. D'accord, parce qu'en relation amoureuse, désormais, il faut la foi. Je ne peux pas être dans le service et je vais voir mon épouse ou bien celle que je prétends épouser qui sera matraquée d'une autre manière parce que, vous n'oubliez pas, l'homme, je dis toujours, lorsque vous mangez aujourd'hui, vous tenez autre propos. D'accord. Lorsque vous avez faim, c'est autre chose. D'accord, merci. Donc ça varie. Lorsque je suis ferme sur mon amour, je sais que oui, c'est ma vie. Vous pouvez vous engager partie de avec sourire aux lèvres. L'entreprise avec sourire aux lèvres. Eddy, en une phrase. Et parce que ça varie, il faut comprendre aussi que toutes ces relations dont nous parlons sont au cas par cas et ne pas généraliser en l'interdisant. Il faut permettre aux gens de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions, leur amour. Sinon, on aurait même tué l'élan de positivité, l'élan de développement en l'individu qui est le collaborateur qui tombe amoureux. D'accord. Alors pour finir, je vais poser cette question, mais je n'attends pas forcément de réponse. Si finalement, est-ce la relation sur longue durée qui pose problème? Est-ce à dire que si on se met d'accord pour être des sex friends, comme on le dit, on peut rester tout en étant collègues? C'était juste une question. La question n'est pas comprise. Est-ce qu'on peut être collègue tout en étant juste des sex friends?
Vous connaissez le principe de sex friend? D'accord. Là, il n'y a pas de relation à longue durée, donc vous pouvez être toujours dans l'entreprise. C'est dangereux. Merci. Ok, merci. Moi, je reste avec la dame. Merci, chers amis, pour ce moment. Merci, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. Alors, une chose est claire. En matière d'amour, chacun a forcément son avis tranché sur la question. Une chose sur laquelle nous sommes cependant unanimes, c'est que pour qu'il y ait relation amoureuse, il faut une attirance. Pour qu'il y ait attirance, il faut une amitié. Et pour qu'il y ait amitié, il faut sans doute se côtoyer. Et n'oubliez pas que le cœur a sa raison, que la raison elle-même ignore. Chacun a certainement donc son avis sur la question. Et c'est ainsi que se referme ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. On a clôturé définitivement ce débat par ici. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye. Je sais que ça va continuer, mais bon, on coupe ici.